Nous allons voir une notion importante pour comprendre le misanthrope de Molière. Donc, on va voir donc le concept d'honnête homme au XVIIe siècle, qui est donc une notion assez importante pour comprendre cette période, hein. Donc, on va se poser la question, donc, qui est-il et que cache-t-il? Voilà, donc là, vous voyez une photo typique d'un salon. En fait, c'est une photo issue du film Ridicule, qui est donc un film qui se passe sous Louis XIV, où on voit, on avait vu un extrait, les personnes voilà, évoluant dans des salons littéraires, ou des personnes qui brillent et des personnes qui brillent moins. Et on va voir, voilà, ce qu'on va faire, ce qu'on va voir aujourd'hui va nous permettre de mieux comprendre euh, les salons de cette époque et l'environnement littéraire. Donc, premier temps, on va voir l'histoire de ce mot. D'accord. Donc, on va voir que c'est un mot honnête, un mot très polysémique, enfin qui l'était, qui a commencé à être polysémique, qui a donc plusieurs sens. Polysémique, c'est polysémique, plusieurs sens. Et alors, premier sens à l'origine, donc c'est le sens qu'on a gardé aujourd'hui, c'est est honnête, quelqu'un qui se conforme aux lois du devoir, de la vertu, d'accord. C'est quelqu'un qui est vertueux, et donc c'est quelqu'un qui va vertu, un V-E-R-T-U, c'est quelqu'un qui est plein de qualités, qui est bon, d'accord, qui est honnête, donc, et c'est quelqu'un qui a de la probité. Probité, c'est aussi un synonyme de honnête, de respectueux des lois, d'accord. Et donc nous avons gardé ce sens. Mais voilà, donc qui se conforme aux lois. Mais au XVIe siècle, il y a un sens un peu différent qui se développe et que nous, aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment gardé. Alors, chez les hommes, donc un honnête homme était quelqu'un qui était brave, digne, irréprochable, loyal, moral, vertueux, probe. D'accord. Donc c'est un sens un peu plus vaste en fait. C'est vraiment quelqu'un qui était brave, irréprochable. Voilà, donc c'était quelque chose d'encore plus fort qu'aujourd'hui. Et les femmes, chez les femmes, c'était était honnête, quelqu'un qui était une femme était honnête, quelqu'un qui était chaste, d'accord. Donc, on va dire un peu le contraire de Célimène, hein, voilà, qui refusait les avances des autres hommes, et quelqu'un qui était pur et pudique aussi et sage. D'accord. Donc, aujourd'hui, seul le premier sens est de mise, hein. La langue moderne n'a gardé dans le sens d'honnête que la seule probité. Alors, deuxième temps de ce qu'on va voir, donc après l'histoire d'un mot, on va voir l'honnêteté à l'âge classique, donc au XVIIe siècle. D'accord. Donc, on va faire un petit retour en arrière. C'est quand même une tradition qui remonte à la Renaissance. Donc, alors le XVIIe siècle, c'est l'âge classique, et le 15e, 16e siècle, c'est la Renaissance. Alors, donc, au XVIe siècle, il y a eu plusieurs manuels de savoir-vivre qui se sont multipliés. Donc, à commencer par l'ouvrage de Castiglione, un Italien. Et donc, c'est le courtisan, d'accord. Le courtisan qui a été publié en 1528. On voit une photo de la publication, enfin, d'un exemplaire publié aujourd'hui. Donc voilà, le livre du courtisan. Alors, Erasme, il y a aussi, Erasme est un autre écrivain de la Renaissance, donc du XVIe siècle, un écrivain, il me semble, hollandais, et il a écrit un traité sur la civilité puérile, donc un traité, un essai sur euh, la, les mœurs, les habitudes que devait adopter un enfant. Donc voilà, il y a une photo de Erasme. Alors, le but alors était l'idée, c'était d'établir avec ces ouvrages, d'établir des normes visant, alors des normes, on va dire des règles visant à civiliser l'aristocratie. D'accord. L'aristocratie qui à ce moment-là vise et une vise donc à civiliser l'aristocratie qui forme une société de plus en plus urbaine. D'accord. Voilà. Et effectivement, l'aristocratie est à ce moment-là plus urbaine, hein, elle est pacifiée, elle est de plus en plus centralisée autour de la cour du roi
ou des princes, ou dans des salons aussi qui vont tenir une place importante. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment des manuels visant à donner des règles de savoir-vivre à toute une partie de la population qui est de plus en plus importante et centralisée. Alors l'honnêteté classique, toujours, on va avoir un petit peu, on va développer les qualités nécessaires à l'honnête homme. Voilà, il y a une petite photo qui s'affiche, voilà, où on voit des hommes discuter de littérature, et voilà, là aussi c'était le type de salon dans lesquels éventuellement évoluaient les honnêtes hommes. Alors, il faut des qualités physiques à l'honnête homme, hein, c'est-à-dire de la vaillance. Il faut qu'il soit vaillant, qu'il soit habile physiquement, qu'il ait de la prestance, hein, de l'élégance aussi. Donc, il faut qu'il soit un petit peu, on va dire, charismatique. D'accord. Aussi, il faut qu'il ait des qualités morales et sociales. Il faut qu'il soit bon chrétien. Il doit savoir se maîtriser, savoir voiler aussi ses désaccords, savoir dissimuler son désaccord. Et là, on voit que Philinte, hein, est un honnête homme parce qu'il ne dit pas forcément toujours directement les choses, et il sait un petit peu voiler, un petit peu voiler son désaccord, un petit peu ne pas montrer clairement voilà, qu'il n'est pas d'accord avec les autres. Et il faut qu'il ait des qualités intellectuelles. D'accord. Donc il faut qu'il soit cultivé, qu'il soit brillant en société. On a vu le film Ridicule, hein, souvenez-vous de la capacité qu'ont les gens à directement improviser en fait des vers comme ça. Voilà, donc ça c'est vraiment une qualité, il faut être brillant, il faut savoir converser aussi dans les salons. D'accord. Donc, les personnes, enfin les honnêtes hommes, doivent aussi avoir, donc ça c'est un peu toujours dans les qualités morales, avoir le sens de la mesure, de l'ordre, de la réserve ou de la pudeur. D'accord. Il faut savoir être réservé, ne pas directement dire les choses. Et c'est pour ça, effectivement, que Philinte est un honnête homme. Il est accommodant, hein, il le dit lui-même. Il faut savoir s'accommoder aux mœurs du temps. Il a conscience, en fait, de la fragilité des accords. D'accord. On peut être d'accord pour cela un jour, et puis ensuite on va dire nos avis vont un peu évoluer. Donc bon, voilà, il faut être, on va dire, conscient de cette fragilité. Pareil pour Eliante. Eliante, elle pense que, rappelez-vous de sa tirade, à un moment, elle dit ah mais normalement l'amour transfigure en fait les personnes, et donc on voit que finalement tout jugement est relatif. Et pareil, hein, pourquoi la scène du sommet d'Oronte, pourquoi est-ce que euh, il n'est pas aisé de juger tel ou tel sonnet, d'avoir un avis trop critique, parce que cet avis peut évoluer, peut changer, et on ne saurait trop, on va dire, avoir un avis péremptoire, un avis sûr et définitif. D'accord. Voilà, donc on a donné quelques exemples. Alors, on va aussi, l'honnête homme est celui qui pratique l'art de la litote. L'art de la litote, ça veut dire les choses de façon un peu moins dure que ce qu'on dirait. Par exemple, une litote, pour désigner quelqu'un qui vient de mourir, on va dire, ah ben euh, il vient de partir, il vient de partir pour le long voyage, hein, le long voyage de la fin de la vie, voilà. Ça, c'est une litote, c'est, on va dire les choses de manière voilée. Alors, il a aussi le goût moyen, alors c'est pas du tout péjoratif, j'aurais peut-être dû mettre des guillemets sur le goût moyen, c'est-à-dire qu'il est ennemi des extrêmes et sensible aux nuances. Là aussi, c'est pareil, hein, c'est vraiment quelqu'un qui se situe au milieu, d'accord. Il va pas, il ne va pas préférer, comment dire, il ne va pas préférer les extrêmes comme Alceste. Alors, donc on prend, voilà, donc il a un style galant, hein, il est agréable et mesuré,
Il dit d'ailleurs du style d'Oronte que c'est un style galant. Donc voilà, c'est un style agréable et mesuré. Et voilà, une petite citation de Philinte. Et faisons un peu grâce à la nature humaine, ne l'examinons point dans la grande rigueur, et voyons ses défauts, alors ses défauts, je me suis trompé là, c'est SES, ses défauts avec quelque douceur, d'accord. Donc Philinte, acte 1, scène 1, voilà, on voit que vraiment, il y a 3 points qui sont importants, hein. Enfin, il ne faut pas l'examiner dans la grande rigueur, il faut voir un peu de ses défauts avec quelques douceurs. Donc voilà, on voit vraiment que Philinte est un honnête homme. Alors, troisième point, on a vu un peu l'éloge de l'honnêteté, et peu à peu, on va voir que au XVIIe siècle, à partir des années 1660, il y a une critique en fait de l'honnête homme. Et on va se demander dans un premier temps, est-ce que c'est le paraître qui va un petit peu évoluer, croître au détriment de l'être. Alors effectivement, au XVIe siècle, non, en 1660, le subtil équilibre entre l'être et le paraître va effectivement commencer à se rompre. D'accord. Alors pourquoi? Il y a plusieurs, il y a plusieurs causes. Sous le règne de Louis XIV, il s'agit en fait moins d'être vertueux, d'accord, d'être bon, d'être, on va dire, profondément bon, que de tenir sa place dans la société, d'accord. Et il faut plutôt être alors, un parfait acteur en fait sur la scène du monde. Donc voilà, le but n'est plus vraiment d'être bon moralement à l'intérieur de soi, mais plutôt que paraître bon, d'accord. En fait, finalement, vu qu'on ne peut pas savoir ce que pensent les gens, il faut s'efforcer de paraître, penser de bonne façon, d'accord, de façon vertueuse. De toute façon, on se rend compte qu'on on peut pas rentrer dans la tête des gens, donc la façon de se base, de vraiment s'assurer qu'ils sont vertueux, c'est de voir l'apparence, parce qu'on ne peut pas aller au profond de l'être. Voilà, donc aussi il va y avoir... alors, oui, petit retour en arrière, en fait, oui, l'honnête homme, rappelons-nous, enfin c'est peut-être pas évident, mais c'est un courtisan, d'accord. C'est quelqu'un qui désire parvenir, et donc de plaire aux puissants, hein. Quelqu'un qui désire parvenir, c'est-à-dire arriver, voilà, au sommet de la société, d'accord. Et donc pour parvenir au sommet de la société, il doit plaire aux puissants, aux ministres et évidemment au roi, aux souverains, d'accord. Et donc, comment, par quels moyens, voilà, c'est ça, c'est important ça. Comment est-ce qu'il va plaire, d'accord, par sa vertu hum, au fond de lui-même, ou bien par ses qualités qu'il va savoir, ses qualités, enfin, par sa flatterie, par la flatterie qu'il va exercer, d'accord. Donc, il y a le respect de l'étiquette, hein, des politesses qui sont un peu parfois artificielles, d'accord. Et voilà, tout ça, c'est des choses qui favorisent l'harmonie sociale, hein. Et effectivement, peu à peu, euh, c'est l'apparence qui va primer désormais, d'accord. Pour qu'il y ait une société harmonieuse, on ne va pas forcément exiger des personnes qu'elles soient profondément bonnes, parce que ça, on ne peut pas le savoir. On va exiger elles agissent correctement en société, d'accord. Et il y a une citation de Pascal, on va voir qui c'est, Blaise Pascal, un philosophe du XVIIe siècle, du milieu du XVIIe siècle, et lui, il a dit une phrase très importante: le vilain fond de l'homme n'est que couvert, il n'est pas ôté. D'accord. Pour Blaise Pascal, les hommes sont mauvais. Enfin, en général, les hommes sont mauvais. Il est assez pessimiste sur la nature humaine. Et donc, il voit dans toute la société du XVIIe siècle qu'un vernis qui est posé sur ce caractère méchant de l'homme. D'accord. Et donc, le vilain fond de l'homme n'est que couvert, n'est que caché. D'accord. Il n'est pas enlevé. Et donc, on va voir qui est-ce qui va enlever ce vilain fond, enfin, qui est-ce qui va dévoiler le véritable fond de la nature humaine. On va voir que ce sont
notamment les moralistes. Donc vers une critique de l'honnêteté, deuxième point, la lucidité du moraliste. La lucidité, être quelqu'un qui est lucide, c'est quelqu'un qui voit clairement les choses, qui voit avec perspicacité. Alors on va voir effectivement derrière le voile poli et agréable des personnes viles et égoïstes, et pleines avec un S, hein, j'ai oublié le S, pleines d'amour propre plus que d'amour. D'accord. Donc on va voir que derrière le voile poli et agréable, hein, qui était nécessaire pour l'honnête homme, en fait, ce sont des personnes viles, mauvaises, égoïstes, pleines d'amour propre. Hein. L'amour propre, c'est l'amour de soi-même. Et effectivement, ben, les hommes sont plus, ben, les hommes et les femmes, selon ces moralistes, on va voir ce que c'est un moraliste, sont plus pourvus d'amour propre que d'amour pour les autres. D'accord. Ils s'aiment plus soi que qu'ils aiment les autres. D'accord. Donc, alors voilà, on va se poser la question, hein, enfin en tout cas les moralistes se posent la question, qu'est-ce qu'il y a derrière le vernis un peu hypocrite de l'honnête homme? Qu'est-ce qu'il y a derrière là, ce que pense Philinte? Qu'est-ce qu'il pense en réalité? Il dit oui qu'il aime tout, qu'il aime les sonnets de ronde, qu'il aime bien se comporter en société, mais Alceste, lui demande, qu'est-ce que en réalité tu penses? Qu'est-ce que tu penses là quand tu dis que je te vois dire à tout le monde qu'il est parfait et tout, mais tu te souviens même pas de leur nom. Hein, ça, c'est dans la première scène. Et donc, ben, finalement, Alceste est un peu un moraliste, enfin, en tout cas, l'attitude d'un moraliste. Voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière ce vernis-là? Le vernis, c'est quelque chose qui cache, hein, c'est une couche qui permet de protéger, de dissimuler les aspérités du bois. D'accord. Donc, alors, quelques exemples de moralistes. On a Montaigne, 1572, hein, qui a écrit donc les Essais, hein, qui est paru en 1572. Voilà, les Essais de Montaigne, un bon petit pavé. Et donc, on voit une petite photo de Montaigne. Il y a aussi Blaise Pascal, hein, les Pensées, qui sont parues de façon posthume. Blaise Pascal est mort à 39 ans, je crois, en 1662. Voilà, donc les pensées sont parues après sa mort. Et il y a aussi donc, voilà, une petite photo de Blaise Pascal. La Bruyère, pareil, qui a publié ses caractères en 1668. Voilà, une petite photo de La Bruyère. La Rochefoucauld, qui a publié des maximes aussi dans les années 1660. La Fontaine, hein, avec les fables, voilà, 1668. Donc ce sont des écrivains très très différents, mais ils ont quand même un point commun, enfin plusieurs points communs. Alors ils publient des textes courts, d'accord. Les essais, alors c'est un gros volume, mais à l'intérieur, il y a beaucoup de petits chapitres, d'accord, de petits chapitres de quelques pages. Vous connaissez les fables de La Fontaine, hein, ce sont des textes assez courts. Les maximes de La Rochefoucauld et les caractères, voilà, ce sont aussi les pensées, ce sont aussi des textes assez courts, à chaque fois quelques paragraphes, ou bien même pour les maximes de La Rochefoucauld, juste une phrase. Alors, ce sont aussi des textes dépourvus de matière romanesque. Ce ne sont pas des romans, d'accord. Ils ne vont pas raconter. L'histoire n'est pas essentielle. Alors, vous me direz, dans les fables de La Fontaine, si, il y a des histoires. Oui, mais c'est des histoires. Enfin, l'histoire importe peu. Ce qui est important, finalement, c'est la moralité qui est derrière, d'accord. Ce sont. Voilà, donc les deux sont importants, hein, l'histoire et la moralité, mais ce qui prime finalement, c'est vraiment la moralité, d'accord. Ce sont des fables, ce sont des histoires où finalement, qui sont des prétextes à exposer une moralité. Alors, plus important, pour le moraliste, enfin le moraliste va décrire l'homme comme il est plutôt comme il doit être, d'accord. Il va essayer de pas forcément donner des morales, hein, c'est pour ça que c'est un peu euh, euh, ça amène, ça suscite peut-être de l'incompréhension ou des malentendus. L'homme n'est pas forcément décrit comme il doit être, il ne donne pas de leçons de morale, c'est plutôt vraiment, il essaie de lever le voile derrière le vernis social, lever le voile derrière, on va dire, lever le voile derrière l'hypocrisie en fait des hommes. Donc, exemple de phrase de La Rochefoucauld, ce n'est pas toujours par valeur et par chasteté que les hommes sont vaillants et que les femmes sont chastes.
Alors ça veut dire quoi? Ce n'est pas toujours par valeur et par chasteté. Ce n'est pas parce que, alors, que les hommes sont vaillants et que les femmes sont chastes. Si les hommes sont vaillants, si les femmes sont chastes, c'est pas parce qu'ils sont valeureux et non pas parce qu'ils sont parce qu'elles sont chastes. D'accord? Donc, effectivement, d'extérieur, les hommes sont vaillants et les femmes sont chastes. Les hommes sont pleins de valeurs et tout. Enfin, agissent de manière valeureuse et agissent de manière chaste. Mais ce n'est pas parce que ces hommes ou ces femmes sont profondément à l'intérieur d'eux-mêmes vaillants ou chastes. C'est parce que pour les hommes, ils sont vaillants parce qu'ils doivent répondre, ils doivent respecter les normes de vaillance. Mais en réalité, ils sont peut-être lâches au fond, mais ils sont obligés de respecter la société. Et c'est pas aussi par des volontés d'être, pas par chasteté. Hein. Une femme, selon la Foucault, ne, ne cède pas aux avances des hommes, pas parce qu'elle n'aimerait pas, mais c'est parce qu'elle ne peut pas. D'accord? Donc il y a une différence entre le pouvoir et le vouloir. Les hommes ne peuvent pas, d'accord? Mais ils voudraient. Une femme, voilà, voudrait ne pas être chaste, mais elle le doit, d'accord? Donc c'est pas par, voilà, donc il y a toujours une volonté de enlever le voile et de voir vraiment la, les hommes, voilà, dans leur nudité, voilà, d'aller au fond d'eux-mêmes, d'aller presque dans leur cerveau, d'accord? Alors conclusion, on va se poser la question, est-ce que Molière est un homme de cour ou critique de la cour? Est-ce qu'il critique la cour ou bien est-ce que c'est un homme de cour? Est-ce qu'il est plutôt Alceste ou il est plutôt Philinte? D'accord? Ça, c'est en fait, qui est-ce qu'il défend? Dans sa pièce, dans les Misanthropes, qui est-ce que Molière défend? Quel parti il va prendre? Il va prendre le parti d'Alceste ou le parti de Philinte? Alors, il faut se rappeler que Molière jouait Alceste hein, quand il l'a représenté en 1668, en 1666. C'est Alceste qu'il jouait. D'accord? Donc, on peut se dire peut-être que il cherchait à défendre Alceste. Bon, rappelons hein, la phrase la comédie châtie les mœurs en riant. Donc, on va voir en fait que dans cette pièce, il est difficile finalement de savoir qui est-ce que Molière défend parce qu'en fait, il se moque de tout le monde. Alors, il se moque en premier temps de Philinte. Hein. Est-ce que c'est un hypocrite au discours creux? D'accord, ben souvent, hein, on le voit vouloir satisfaire tout le monde. Donc lui, il peut être vu comme un hypocrite au discours creux. Alors Célimène, c'est une séductrice impénitente qui veut toujours céder aux avances de tout le monde, en tout cas qui aime bien plaire. D'accord? Impénitente, c'est quelqu'un qui ne se repent pas. D'accord? Elle veut tout le temps séduire. Arsinoé, elle est une prude, mais en réalité, elle est prude. Bah, si elle est prude, hein, c'est un peu ça, c'est un peu comme La Rochefoucauld. Si elle est prude, si elle est chaste, c'est pas par chasteté, hein, c'est pas parce qu'elle ne veut pas céder aux hommes, c'est parce qu'elle n'a pas les moyens. D'accord? D'après Célimène, on va étudier une tirade. Arsinoé est tout bêtement trop vieille, d'accord, pour pouvoir être être séductrice, d'accord? Et c'est pas par chasteté qu'elle est chaste, c'est par obligation. Elle ne peut pas ne pas être chaste parce qu'elle est trop vieille, d'accord? Et Alceste, est-ce que Alceste, on va voir que c'est un sincère, enfin on a vu que c'était un sincère intransigeant, et donc voilà. Alors je pense que la personne finalement avec lequel il est le moins dur, c'est peut-être avec Alceste. Alceste, finalement, c'est quelqu'un seulement. Ben, il veut dire la vérité, d'accord? Il veut dire la vérité. Le problème, c'est que dans une société hypocrite, la franchise devient un défaut. Donc, dans une société idéale, Alceste ne serait pas ridicule. Le problème, c'est qu'Alceste est dans une société hypocrite, d'accord? Et donc, cette franchise, cette qualité en premier lieu, devient un défaut parce que la société est déréglée, d'accord? Donc, c'est difficile finalement de juger Alceste. Il a une qualité, la franchise, mais il est dans une société euh, corrompue, et donc il devrait être obligé de s'adapter et d'être lui-même un peu corrompu pour paraître bon aux autres. Vous voyez?
Donc c'est un peu difficile. Voilà, c'est vraiment dans une société hypocrite, un défaut, donc une qualité, c'est-à-dire la franchise devient un défaut. Et donc finalement, au contraire, dans une société hypocrite où l'hypocrisie est la norme, l'hypocrisie devient une qualité. Voilà, c'est un petit peu peut-être l'un des messages hein, de cette pièce. Bon, elle est tellement riche qu'on n'aurait pas une vie pour finir de l'analyser. Bonne journée.